Alaikum. On est arrivé à l'ère des mini-ordinateurs. La société IBM, elle domine le marché avec sa qualité technique, son efficacité commerciale et son prestige. Et la tendance est maintenant pour les mini-ordinateurs. C'est grâce à la possibilité de réaliser de petits ordinateurs avec la mise au point de composants de taille réduite, des composantes électroniques qui permettent de concilier une bonne fiabilité avec la compression des prix de revient. Alors, au cours des années 60, déjà la transformation de l'industrie des composants suscite une baisse des prix et un progrès rapide des circuits intégrés. Donc, on voit bien que le côté électronique aide bien au développement des ordinateurs. Et dès la fin des années 60, les mini-ordinateurs, ils sont couramment utilisés ou bien employés. On a 6700 mini-fonctionnent dans le monde fin de 1968 et 19 000 à la fin de 1969. Donc, on voit bien que pendant une année, il y a donc le nombre, ce n'est pas si doublé, mais c'est multiplié par plusieurs fois. On voit ici qu'il y a un tableau qui fait la comparaison entre les différentes composantes logiques qui ont contribué au développement de la fabrication des ordinateurs. On voit bien qu'on a commencé par des tubes, après les transistors, après les circuits intégrés, mais vraiment ce qui a créé une révolution dans le monde des ordinateurs, ce sont les microprocesseurs qui vont apparaître en 1973. Alors, si on revient en 1965, et avec l'amélioration des procédés de fabrication des circuits, il est devenu possible de placer plusieurs centaines de composants élémentaires par centimètre carré. C'est ce que le scientifique Gordon Moore avait dit pendant une interview par un magasin. Moore, c'est un directeur de la recherche chez Fairchild Semiconductor. Il prévoit un doublement annuel de la densité d'intégration des composantes. Par exemple, si je peux intégrer une seule composante cette année, l'année suivante, je peux intégrer le double de son nombre, c'est-à-dire 2 composantes. Cette loi-là, elle devient rapidement un but, une roadmap pour l'industrie électronique américaine. Et en 1975, Moore amende légèrement, c'est-à-dire il a modifié légèrement sa loi en prévoyant désormais un doublement de les 2 ans. Donc, c'est la loi utilisée couramment dans la science, c'est-à-dire si je peux intégrer une seule puce électronique dans un espace de 2 centimes ou bien de 4 centimes carrés, 2 ans après, je peux intégrer 2 puces électroniques dans le même espace de 4 centimètres carrés. Et c'est en 1968 que Gordon Moore et Robert Noyce et Andrew Grove, ils quittent Fairchild pour rejoindre ou bien pour confonder la société Intel qui devient le leader mondial des fabricants de semi-conducteurs en 1992 et c'est aussi parmi les leaders d'aujourd'hui de la fabrication des composantes électroniques. On voit bien que on trouve dans plusieurs marques d'ordinateurs le logo de Intel comme fabricant des microprocesseurs. Donc voilà, dans cette figure-là, on voit bien l'évolution du nombre des transistors dans un microprocesseur, c'est-à-dire chaque 2 ans, il y a un doublement du nombre des transistors. Alors ici, il faut bien juste faire une remarque qu'avant, il y avait pour composer un circuit ou bien pour composer un transistor, on utilise des fils de cuivre ou bien des composantes électroniques qui sont très petites. Mais avec le progrès de la science maintenant,
on utilise, donc on parle du micro, le monde micro, c'est-à-dire on utilise donc une matière qui est ionisée comme un conducteur ou bien comme un support, un transporteur de l'électricité. C'est pour cela qu'on peut fabriquer ou bien donc mettre dans un petit espace des millions de transistors. Alors après, en 1971, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une société japonaise, Busicom, qui demande à la société Intel de lui développer plusieurs circuits intégrés pour sa prochaine calculatrice de bureau. Alors, après avoir étudié le projet, donc ici, les ingénieurs Ted Hoff et Stan Maser, ils ont proposé de remplacer la demi-douzaine de circuits spécifiques par un processeur tenant sur une seule puce. Donc, c'est là que commence la révolution. Et Federico Fagin, dirigeant le projet, réalise le microprocesseur 4004. Alors donc, celui-ci, il va vraiment entraîner une chute des coûts, une plus grande puissance et une meilleure fiabilité. Donc, il comprend ce processeur-là, 2300 transistors dans 10 mm². Donc, c'est vraiment un beau versement dans le monde scientifique, dans le monde de la fabrication des microprocesseurs. Ou bien en fait, c'est le premier microprocesseur. Alors donc, ce microprocesseur, il peut additionner deux nombres de 4 bits en 10 microsecondes. Donc, on voit bien que ce microprocesseur, il marche à une grande vitesse si on le compare avec les autres composantes qui ont été fabriquées en 1971. Donc voilà, cette figure elle présente l'image du microprocesseur 4004. Alors donc, on voit bien qu'il y a une grande révolution, beaucoup de fabricants, beaucoup de sociétés pour fabriquer les composantes électroniques. C'est pour cela que un journaliste il a nommé Silicon Valley donc pour la région qui existe à San Francisco, donc pour décrire la grande concentration d'entreprises de haute technologie pour la fabrication des composantes électroniques. Donc ici, on a nommé Silicon parce qu'ils utilisent beaucoup la matière du silicon pour fabriquer les composantes électroniques. Alors ce groupement est proche au milieu universitaire de Stanford. Donc je pense que vous connaissez tous l'université de Stanford. C'est une grande université dans l'Amérique. Alors donc en 1974, après le 4004, il vient le 8008. Donc c'est un microprocesseur. Je pense qu'il marche sur 8 bits. Le premier, il marche sur 4 bits et le 8008, il marche sur, ou bien il additionne des nombres et fait des opérations arithmétiques sur du nombre de 8 bits. Intel lance le microprocesseur 8080 qui contient environ 6000 transistors. Alors ce microprocesseur, il fonctionne à 2 MHz et il est assez puissant pour piloter un micro-ordinateur. Donc ce processeur-là, il est utilisé pour construire la plupart des premiers micro-ordinateurs et sera à l'origine de toute la famille des processeurs d'Intel. C'est pour cela, pour étudier l'architecture des ordinateurs ou bien étudier les microprocesseurs, toujours on commence par l'étude du microprocesseur 8080. Donc voilà, on est arrivé à la micro-informatique qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.